Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. La première année du second mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta s'est épuisée. Quel est le bilan de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et nous avons deux invités sur place ici, Moussa Ag Mohamed de la CMA et Fahad Ag Al-Mahmoud de la plateforme. Je rappelle que nos tentatives pour compter un représentant du gouvernement sur ce plateau sont restées vaines. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Accord pour la paix et la réconciliation. Au cours de cette première année du second mandat d'IBK, Moussa Mohamed, qu'est-ce qui a été fait? Moussa Attaher, pardon. L'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger a subi effectivement d'énormes retards sur la phase de sa mise en œuvre. Ça, il faut le reconnaître. Ça fait, je pense, plus de 4 ans maintenant qu'il a été signé et les aspects les plus urgents ne sont pas encore complètement finalisés. Ces retards n'empêchent pas, comme la question c'est sur les acquis, d'énumérer un certain nombre d'acquis, notamment sur les aspects politiques et institutionnels et sur les aspects défense et sécurité. Et aussi un aspect lié au développement à travers la zone de développement des régions du Nord. Donc, sur les trois aspects, sur le volet politique et institutionnel, nous avons assisté à la validation et à l'adoption d'un certain nombre de lois, d'un certain nombre de décrets qui doivent conforter la mise en œuvre de l'accord sur un certain nombre de choses. Nous avons assisté à la validation ou à l'adoption de la loi d'entente nationale. Nous avons assisté à l'adoption du projet de décret portant critères d'intégration dans les forces armées de sécurité. Et nous venons très récemment, la semaine dernière, de procéder à la validation au niveau de la primature du décret portant attribution des grades, commandement et autres pour les aspects défense et sécurité. Sur le plan développement, nous avons assisté aussi à la finalisation et à l'adoption de la loi portant zone de développement par l'Assemblée et au niveau réglementaire, cette zone de développement aujourd'hui est créée, elle est adoptée, maintenant il faut la mettre en œuvre. Et enfin, sur le plan défense et sécurité, en termes pratiques, nous avons assisté il y a 2 semaines à la sortie de la première promotion de ce qu'on a appelé le DDR accéléré, des éléments des mécanismes opérationnels conjoints. Donc je pense que tout ceci mis ensemble peut permettre de dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites. J'ajoute à cela l'installation des autorités intérimaires dans toutes les régions du Nord et dans les cercles. Donc ça, c'est en termes d'acquis. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ces acquis ne doivent pas empêcher de dire clairement que cet accord est en train de piétiner et qu'il a enregistré d'énormes retards et qu'aujourd'hui, si on veut sauver encore la situation qui est en train de se détériorer de jour en jour, il va devoir mettre l'accélérateur double pour faire avancer la mise en œuvre de l'accord. Et vous, quel est le bilan que vous faites des acquis de cette mise en œuvre de l'accord pour la paix? Merci beaucoup, M. Touré. Avant de commencer, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse à tous ceux qui ont perdu leur vie dans les problèmes du Nord et à notre frère qui, à ma dernière participation dans ces studios, était avec nous. Je parle du grand frère, paix à son âme, Sbeït Yaggakadou. Puisse Allah l'accueillir dans son paradis. Et que le combat qu'il a toujours mené pour l'unité nationale et la défense des droits des siens soit perpétué dans le temps. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord sur tout ce que Moussa a énuméré. Il est à noter que
dès les jours de l'investiture pour un deuxième mandat du président Ibeka, dans son discours d'investiture même, il a fait savoir que la mise en œuvre de l'accord figurait parmi ses priorités. Et de mon avis, ce qui a été fait durant cette année dépasse beaucoup ce qui a été fait dans les 3 autres années de la signature de l'accord. Je peux peut-être ajouter à ce que Moussa a énuméré, le retour des membres des mouvements anciennement membres des forces armées de sécurité, ceux qui jadis étaient appelés les déserteurs, et eux aussi ils ont fait leur retour, plus de 617 personnes je crois. La sortie la semaine dernière de 1006 éléments ici du MOC qui sont aujourd'hui membres des forces armées de sécurité du Mali. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'une grande partie de l'accord a été mise en œuvre, malheureusement avec beaucoup de retard, ce qui a permis au terrain largement s'envenimer et une grande propagation du problème qui était jadis localisé dans l'extrême nord et qu'aujourd'hui qui est presque dans toute la sous-région. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Moussa quand il dit qu'il a l'impression aujourd'hui que l'accord pour la paix est piétiné? Non, je ne pense pas. Je pense que l'accord, la mise en œuvre de l'accord relève du ressort du gouvernement. Et je pense que depuis un certain temps, le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour mettre en œuvre l'accord. Alors, Moussa Fahad ne partage pas votre avis. Lui, il pense que le gouvernement ne ménage aucun effort pour faire face à la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Bon, je respecte son point de vue, mais le mien, c'est celui-là que je viens de vous dire. Et maintenant, moi, je n'ai pas nié qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Je les ai énumérées. Mais j'ai dit, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est-à-dire que quand on prend l'accord aujourd'hui et qu'on on comptabilise ce qui est fait et ce qui reste à faire, vous allez voir que grande chose n'a pas été faite. On a beaucoup perdu du temps dans les problèmes liés aux mesures de confiance. Il y a eu des blocages énormes sur des aspects... Au début de votre intervention, vous disiez que les aspects les plus urgents n'ont pas encore été réalisés. Exactement. Il s'agit de quel aspect? Vous savez, l'accord a été signé sur un certain nombre de volets. Il y a les aspects politiques institutionnels, les aspects défense et sécurité, les aspects réconciliation et les aspects développement. Quand on prend les 4 aspects, qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait que ce que je vous ai énuméré tout à l'heure. Au niveau institutionnel, c'est ce que je vous ai dit, politique, développement, réconciliation, il y a eu la conférence d'entente, la loi, mais en termes concrets, quand je prends l'exemple, le cas de la réconciliation, il y a eu la loi d'entente nationale qui a été précédée avant par la conférence d'entente nationale. Il y a une structure qui est mise en place, la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Mais l'objectif de toute cette batterie de mesures et d'organes qui a été mis en place dans le cadre de la réconciliation nationale, c'est de répondre aux attentes des gens. Ce n'est pas d'écrire ou d'adopter des textes. C'est de toucher à la vie quotidienne des gens. C'est ça, c'est là qu'on est attendu. Mais à ce niveau-là, jusqu'à aujourd'hui, les populations victimes de la crise, qu'elles soient du nord, du sud, du centre, qu'elles soient de la CEMA ou d'autres entités, il n'y a pas une seule personne aujourd'hui qui a été indemnisée. Il n'y a pas une seule personne dont les préjudices ont été réparés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on commence à le dire maintenant entre nous, c'est la vérité qu'il faut dire. Il faut affronter les choses par les réalités. La défense, les volets défense et sécurité, nous avons des milliers d'hommes, au minimum plus de 60 000 personnes qui ont été enregistrées au compte des combattants des mouvements. C'est seulement 4 ans après que nous assistons à la sortie des 1006 éléments.
pour un total d'à peu près 20 000 combattants éligibles à l'intégration. La CMA n'a-t-elle pas sa part de responsabilité dans cette question? Bon, si on arrive aux responsabilités, c'est clair qu'en ce moment, on va en parler. Mais pour le moment, la situation, c'est celle-là. Maintenant, moi, je ne nie pas aujourd'hui qu'il y ait des efforts. Depuis, comme Fahad l'a dit, depuis un an, l'ensemble des efforts des uns et des autres, conjugués aux pressions également de la communauté internationale, et à la pression de la population qui ne peut plus attendre, tous ces éléments mis ensemble ont fait qu'on n'a pas eu d'autre choix, les acteurs comme le gouvernement, que d'essayer d'avancer. On est en train d'avancer. Cette dynamique aujourd'hui qui est là, moi je l'encourage. Et je pense que si on garde les rythmes, on garde cette volonté, cette bonne volonté de tous les acteurs, on pourra au moins récupérer une partie du retard enregistré pendant ces 4 dernières années. D'accord. Je rappelle que nous avons invité le gouvernement, mais ils n'ont pas souhaité se faire représenter sur ce plateau. Fahad, vous estimez qu'il y a des choses qui ont été faites qui valent plus que ce qui a été fait pendant cette année, qui valent plus que ce qui a été fait pendant les 3 dernières années. Alors concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans la vie des Maliens? Merci beaucoup. L'un des aspects les plus importants de l'accord, c'est les questions de défense et de sécurité. Sur ces questions, il y a eu jusqu'à des ateliers de haut niveau pour permettre dans un premier temps le retour des gens qui ont quitté les rangs à l'issue de la crise depuis 2011. Ensuite, même si ça n'a pas été accéléré, c'est appelé ainsi le DDR accéléré, des éléments qui composaient le MOC. En termes de retard, c'est surtout les aspects de défense et sécurité, c'est sur ces aspects qu'il y a le retard, et je pense qu'on est en train de rattraper. Au moment où nous parlons, toutes les parties ont reçu le document de la stratégie globale du gouvernement à travers le président de la commission CNDDR pour continuer le processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion. Sur ces points, je pense que le train a démarré et c'est le seul aspect, je l'ai dit. Mais sur le point qui concerne la sécurisation des populations, je ne parle pas des ex-combattants, mais celles qui n'ont pas participé au combat, qui ont subi les conséquences de cette crise, qu'est-ce que ces personnes-là ont eu comme résultat? Moi, je voulais quand même souligner que les populations ont été touchées par l'insécurité après la signature d'accord plus qu'avant sa signature. Pourquoi? C'est parce que les acteurs de l'insécurité, c'est-à-dire la branche terroriste, n'est pas concernée par l'accord. Donc c'est le fait que le terrain leur a été laissé par tout le monde, l'espace est un trop grand, et que du point de l'accord même, l'armée ne peut pas se redéployer dans certaines zones en dehors des termes de l'accord, c'est-à-dire pour se redéployer là où elle n'était pas, il faut passer par ce qu'on appelle l'armée reconstituée, c'est-à-dire les éléments de mouvement plus les FAMA. Comme la zone de Kidal. Voilà, comme la zone de Kidal, comme toute la zone qui est connue après le cessez-le-feu du 20e mai 2014. Il y avait des termes très durs qui limitaient vraiment le déplacement de l'armée, ce qu'on appelait en son temps le cantonnement de l'armée. Donc je pense qu'avec ça, si vous regardez ailleurs que Kidal, vous allez trouver que les femmes sont aujourd'hui à Yondelman, vous allez trouver qu'elles sont jusqu'à Adoran-Boukar. Côté Est, il y a un semblant de normalisation où beaucoup de choses ont été faites dans la région de Ménaka grâce aux efforts des uns et des autres. Dans quelle zone l'armée n'est pas suffisamment présente? L'armée n'est pas présente dans la région de Kidal,
Et c'est dû à quoi? Elle n'est pas présente. C'est dû à l'accord. C'est-à-dire que depuis qu'elle a quitté Kidal en 2014, avant la signature de l'accord, les termes de cessez-le-feu qui ont suivi étaient clairs. Elle ne pouvait pas se redéployer sans l'accord. Les termes de cessez-le-feu disaient très clairement que chacun doit garder la position du moment de la signature du cessez-le-feu jusqu'à ce qu'il y aura un accord, jusqu'à ce que les parties s'entendent. Donc, est-ce que ces principes de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et cette non-inclusion des terroristes, est-ce que c'est des limites de l'accord pour la paix? Moi, je pense que bien avant le déroulement du processus, on savait que les terroristes étaient un acteur majeur sur le terrain. La communauté internationale a demandé à ce que beaucoup d'efforts soient déployés pour récupérer le maximum des gens. Donc il y a des mouvements directement nés des mouvements terroristes dans le but de récupérer les gens. Au fil du temps, nous avons constaté que ça a donné l'effet inverse. Les gens ont continué à garder les relations avec les groupes terroristes qui profitent du statut signataires de ceux qui étaient clairement des terroristes qui sont devenus. Les gens ont continué. Quels gens? C'est-à-dire certains membres des mouvements qui sont venus des mouvements terroristes ont gardé les liens avec ces mouvements. Est-ce qu'il y en a qui sont de la plateforme? Il y en a qui sont de la plateforme, ce n'est un secret pour personne. La partie MAA de Gaou, de Tabankort, est née du Moujaou dans le but de récupérer les gens. Ce n'est un secret pour personne. Les ACIA est né dans Sardine dans le but de récupérer les gens. Mais les liens n'ont pas été coupés. Et c'est ce qui a permis aux groupes terroristes d'avoir une grande capacité de nuisance et une protection que l'accord leur donnait à travers le statut de signataire que leurs éléments ont. Est-ce le cas au niveau de la CMA aussi? Le cas de quoi? Il dit tout de suite qu'il y a certains membres des groupes armés, membres de la plateforme, qui sont issus des groupes terroristes, qui ont gardé le lien entre ces mouvements et ces groupes terroristes. Est-ce que cette même situation existe au niveau de la CMA? À mon niveau, je ne dispose d'aucune preuve, ni d'aucun élément qui puisse permettre, à moi en tout cas, de dire qu'il y a des liens quelconques entre la CMA et les groupes extrémistes. Voilà, chacun a peut-être ses éléments d'information que les autres ne détiennent pas, mais en tout cas au niveau de la CMA, je considère que les 3 mouvements qui constituent la CMA sont des mouvements qui sont engagés dans l'accord. Et quand on est engagé dans l'accord, on n'a pas d'autre choix que de reconnaître les termes, l'esprit et la lettre de l'accord. Est-ce que Kidal, pourquoi l'armée n'est pas suffisamment présente à Kidal aujourd'hui? Je pense que Fahad vous a fait l'exposé, même un exposé suffisant des réalités qui ont fait qu'aujourd'hui l'armée n'est pas là. Maintenant, mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, personne, aucun mouvement signataire n'empêche à l'armée d'être à Kidal ou d'être à Taoudeni. Et seulement, il faut expliquer aux gens dans quel cadre ou sous quel format l'armée, mais aussi les autres services de l'État, reviendront dans les zones où ils ne sont pas aujourd'hui. Donc, c'est dans le cadre de l'accord. Les forces armées de sécurité reconstituées seront redéployées dans toutes les régions du Nord, et conformément à l'accord. Et ce travail, c'est pourquoi j'ai dit, ce retard dans l'accord a concouru, il a participé à créer la confusion dans l'esprit de nos concitoyens, parce que quand on ne voit pas l'armée à Kidal, on ne la voit pas à Taoudeni, on ne la voit pas dans un grand nombre de nos régions, de nos villes, on pense que c'est parce qu'il y a des acteurs encore qui ne veulent pas de ça. En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui un acteur signataire qui ne veut pas. Au contraire, les gens aujourd'hui réclament le retour de l'État. Parce que sans l'existence de l'État, il n'y a pas les services de l'État. Et sans les services de l'État, la population va continuer à souffrir. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est de ramener les services de l'État, l'ensemble des services de l'État, avec ceux liés aux forces armées et de sécurité, pour que les gens reprennent une vie normale.
Mais il faut accepter que l'urgence sur ce volet précis, c'est de finaliser les mécanismes opérationnels conjoints, de les redéployer conformément à ces missions inscrites dans l'accord, d'accélérer les restes du DDR pour que nous ayons, dans un bref délai, des effectifs suffisants pour la finalisation de l'armée reconstituée et son redéploiement. Pourquoi ça a pris tout ce temps? Est-ce que c'est l'État qui n'est pas arrivé à trouver des mesures idoines pour mettre ça en œuvre? Est-ce que ce sont les groupes armés qui ont constitué des blocages à certains niveaux? Pourquoi tout ce temps afin que l'armée ne soit pas suffisamment présente à Kidal comme le veulent les populations? Vous savez, il faut aussi il faut regarder la réalité même du pays et regarder la réalité de l'exercice du pouvoir au Mali pour comprendre certaines choses. C'est-à-dire les gens voient l'accord, mais l'accord n'évolue pas seul. L'accord s'inscrit dans la dynamique globale du fonctionnement de l'État. Et nous avons assisté depuis un certain nombre de temps à une instabilité gouvernementale au sommet de l'État. C'est-à-dire nous avons eu des gouvernements qui n'ont jamais, chaque fois, qui n'ont jamais dépassé 6 mois, au maximum. Et ces gouvernements-là... Êtes-vous en train de dire que la continuité de l'État n'est pas une réalité au sein du gouvernement sous le mandat d'Ibeka? Je suis en train de dire seulement que le fait que jusqu'à aujourd'hui, le mandat d'Ibeka n'a pas pu garder une équipe sur un temps suffisant pour suivre et accomplir les missions qui sont décernées à chacun des membres du gouvernement, a concouru. Je vous prends un exemple. Au début de cet accord, nous avons eu affaire à un ministre qui était chargé, qui était le référent de l'accord. C'était le ministre de l'Action humanitaire, M. Konati, avec qui nous avons eu des relations très difficiles, il faut le dire, qui n'a pas eu une capacité d'écoute suffisante pour instaurer les mesures de confiance entre les acteurs pour faire avancer les choses. Il y a eu le changement de gouvernement. Il y a eu un autre gouvernement. Ensuite, il y a eu un autre ministre de la Réconciliation jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je dis les choses telles que je les vis parce que je ne suis pas ancien dans le processus. En tout cas, depuis mon arrivée, je constate les choses. Et je constate que les acquis dont Fahad a parlé et dont moi je parle sont le résultat d'actions coordonnées des acteurs et du gouvernement sur un petit temps. Ça sous-entend que si les prédécesseurs de ceux qui sont là aujourd'hui avaient enclenché la même dynamique, on serait au double ou au triple des acquis que nous avons aujourd'hui. D'accord. Fahad, est-ce que vous partagez l'avis du président nigérien qui estime qu'aujourd'hui, Kidal, qui reste toujours aux mains d'ex-rebelles, est une menace pour le Niger et des actes terroristes sont parfois commis avec la complicité de certains signataires à Kidal? Merci beaucoup. Je vous disais que les mouvements nés des mouvements terroristes n'ont effectivement pas rompu les liens avec ces mouvements. Et que Kidal représente un danger pour la sous-région, son statut. Officiellement, c'est la CEMA qui est à Kidal, plus la force Barkhane et la MINISMA. Et officieusement? Réellement, Barkhane et MINISMA ont un camp. La CEMA n'est pas en sécurité à Kidal. La CEMA? La CEMA même n'est pas en sécurité à Kidal. La preuve en est que l'autre jour seulement, 3 de ses meilleurs éléments ont été tués à Kidal, ville même, juste après le communiqué de la CEMA qui promet de poursuivre les auteurs. Il y a le communiqué du GINIM. Rien ne peut nous amener à dire que ceux qui ont exécuté ses frères étaient des gens qui sont venus d'ailleurs, étaient des gens d'autres nationalités. Rien ne nous permet de déduire que ceux qui les ont exécutés ne sont pas eux aussi de la CEMA. Donc la situation où les vrais maîtres, les vrais maîtres même de la zone où l'État n'est pas, c'est en réalité les groupes terroristes. Ce n'est ni la CEMA, ni la MINISMA, ni Barkhane. Barkhane est maître des lieux où il se trouve à l'instant T. Mais, vu ses effectifs, il ne peut pas couvrir la sécurité de la zone. Et je pense que pour sécuriser la sous-région, pour sécuriser le Mali et ses voisins, il faut un retour immédiat de l'État et de ses forces de sécurité reconstituées
à partir du dimanche dernier, nous avons plus de 1006 éléments qui sont le premier embryon de cette armée reconstituée. La CEMA va-t-elle accepter ce retour immédiat de l'armée malienne à Kidal? La CEMA appelle de tous ses voeux le retour de l'armée reconstituée dans l'ensemble des régions de la zone, pas seulement à Kidal. Donc, on n'a aucun problème là-dessus. Et la preuve est que nous faisons partie de ceux qui, tous les jours, se battent au sein des différentes structures de la mise en œuvre de l'accord pour que cette armée reconstituée soit faite et qu'elle soit redéployée. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. Mais pourquoi aujourd'hui la CEMA n'accepterait pas que l'armée soit présente? Il l'a dit tout de suite, la CEMA elle-même n'est pas présente, n'est pas en sécurité à Kidal, pour que toutes les populations soient mises en sécurité. Mais je ne sais pas, il faut qu'on s'entende, c'est ce qu'on appelle l'armée. C'est quoi l'armée au juste? L'armée malienne. Mais l'armée malienne, c'est quoi? L'armée malienne, c'est l'armée reconstituée. L'armée malienne de demain, l'armée malienne d'aujourd'hui, c'est l'armée reconstituée. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'armée. L'armée qui a existé jusqu'ici a montré qu'elle ne peut pas être là-bas. La preuve est qu'elle n'est pas là-bas aujourd'hui. Pourquoi elle ne peut pas être là-bas? Parce que tout simplement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour déployer pendant toutes ces années. L'État n'a pas eu la présence d'esprit de penser aux différentes failles qui existent dans notre système sécuritaire. Notre système sécuritaire, à un moment, s'est basé sur des volontés centralisées ici à Bamako. Et que Bamako décide d'envoyer qui il veut, les effectifs qu'il veut, le format de commandement qu'il veut, dans des régions où ces mêmes personnes désignées ne connaissent rien à ce terrain, ne connaissent rien aux réalités des populations. De sorte que dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a une crise ou des attaques armées, les gens qui ne connaissent pas les terrains, qui ne savent même pas en réalité, certains ne savent pas pourquoi ils sont là, mais ils quittent, ils abandonnent les lieux. D'où toute la conception. L'idée de l'armée reconstituée, c'est tirer des leçons, des expériences vécues par l'armée, par les populations, par l'État pendant ces années de crise. Donc, il faut qu'on s'entende que quand on dit l'armée aujourd'hui, il ne faut plus penser à l'armée d'hier. Il faut penser à l'armée que nous avons conçue ensemble. Il faut penser à l'armée dans laquelle se retrouvent l'ensemble des enfants de ce pays, du nord comme du sud, du centre. Il faut penser à l'armée dont le commandement est entre les mains de l'ensemble des fils du pays. Et enfin, il faut penser à l'armée qui est acceptée par les populations. Il faut rappeler que pendant de longues années... Est-ce qu'une armée commandée par d'autres personnes qui ne sont pas de Kidal vont être acceptées par les populations de Kidal? Ce n'est pas une question d'appartenance locale. C'est une question d'acceptation. L'armée du Mali, pendant un long temps, a été vue par un certain nombre de populations comme une source de sécurité, comme une armée de répression. Il faut le dire clairement. Et les événements qui se sont passés dans ces régions-là depuis la première rébellion de 1963, celle de 90, celle de 2006 et enfin 2012, ont donné naissance à des actes commis, je n'ai pas dit par toute l'armée, mais par des éléments des forces armées et de sécurité qui ont donné une très mauvaise image de l'armée dans certaines zones. Il faut le dire clairement. Les répressions, il faut que l'armée arrête d'être vue comme étant une source seulement d'oppression ou de danger pour les populations. Il faut que l'armée soit vue comme un moyen de sécurité. Quand je vois mon armée, il faut que je sente que le danger s'éloigne. Mais quand je vois que ma propre armée peut être une source de peur pour moi, franchement, ce n'est plus l'armée. Là, c'est un autre problème. Donc, l'armée reconstituée, toute la philosophie, le concept de l'armée reconstituée est tiré de l'ensemble des inquiétudes des uns et des autres, des populations du nord, du sud et de partout. Mais j'exclus l'idée selon laquelle ça sous-entend que l'armée sera commandée seulement par des gens de Kidal ou de Tombouctou ou de Ménaka. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir une armée face à laquelle l'ensemble des populations, sans distinction aucune, se sentent en sécurité. Est-ce cette vision que les populations du Nord ont de l'armée malienne qui n'est pas encore reconstituée, comme le souligne
Je vous remercie. Parmi les qualificatifs de l'armée malienne depuis l'indépendance, c'est l'armée Bigari. C'est-à-dire L'armée où on trouve toutes les couleurs du Mali. Il est à constater qu'à partir de 2011, presque une grande partie des éléments de l'armée, ici des intégrations, de différentes intégrations, ont quitté l'armée. Donc vous êtes en train de dire que toutes les communautés étaient représentées dans l'armée. Dans l'armée. C'est à partir de 2011 qu'il y a eu les désertions pour se retrouver que les gens, les composantes communautaires en rébellion, ont fait quitter l'armée tous leurs fils, tous leurs enfants. Ce qui veut dire que si l'armée telle qu'elle est aujourd'hui revient, dans certains milliers, elle revient sans aucun fils de ces communautés. Donc, comme il l'a dit, une armée dans laquelle chacun se voit. C'est un peu ça que le concept de l'armée reconstituée veut dire à quelque part. D'accord. Vous parlez d'une avancée au cours de cette première année du second mandat d'Ibeka. Pourtant, il y a des éléments des groupes armés qui sont enlevés. On parle de 24 éléments qui sont aux mains de présumés terroristes aujourd'hui. Qu'en est-il? Moi, je sais que dès le début, les groupes terroristes ont fait parvenir les menaces à tous les mouvements s'ils venaient à composer avec les forces nationales du Mali et les forces internationales. On les savait que les gens qui feront partie, que ce soit du MOC, parce que ce n'est pas la première fois, il y en a eu en janvier 2017, l'attentat de Gao, les groupes terroristes ne feront pas de cadeaux aux membres des forces de sécurité. Et ils ne font pas cadeau aussi à certains mouvements qui ont une certaine distance avec eux. Par exemple, les Katia, les MSA. Ils n'ont pas de cadeaux pour eux. Ce que je peux déplorer, ou je déplore toujours, c'est que nos frères qui ont été enlevés, à quelque part, en tant que militaires, ils ont eux-mêmes failli. Parce qu'ils savaient la menace et ils sont partis. Et nous-mêmes, avec Moussa, nous avons fait des démarches séances tenantes pour que personne ne quitte les camps. À Bafou l'autre jour, on a contacté les autorités, on a parlé du danger que cela représentait pour les combattants eux-mêmes. Malheureusement, on n'a pas pu avoir l'oreille, que ce soit du côté des forces armées et de sécurité, mais aussi de ces éléments qui sont partis. D'accord. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez des informations par rapport à ces personnes qui sont enlevées? Avant de parler des informations, effectivement, comme Fahad l'a dit, nous avons senti cette menace contre les éléments du MOC. Nous en avons parlé à Bafou pendant la cérémonie. Et je me rappelle, j'ai demandé à Fahad quelle est la position de la plateforme sur cette situation. Et on a trouvé qu'on est dans la même position, c'est-à-dire que ces éléments courent un danger. Ils courent un danger si on leur donne, si on les laisse partir. Maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense que le gouvernement, sur cette action, a failli. On ne peut pas prendre des gens qui sont menacés avant même qu'on mette en place le MOC. Et les extrémistes ont fait des communiqués pour dire que les MOC, les éléments du mécanisme opérationnel conjoint, sont une cible privilégiée désormais pour les djihadistes. Ça, c'est un message qui doit alerter tous les acteurs et que des dispositions soient prises pour protéger, préserver ces éléments. Ensuite, lorsqu'on a fait les cantonnements pour ces éléments du MOC à Gao, à Timbuktu, à Kidal, vous avez vu ce qui s'est passé à Gao. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées à travers une attaque kamikaze dans le camp même du MOC. Ça s'est passé à Gao. Et ensuite, lorsque ce DDR accéléré a commencé à réellement s'accélérer, on
on a envoyé les éléments dans les centres de formation. Ils ont fait leur formation, ils ont fini, et on les a considérés comme des soldats réguliers, normaux, comme s'ils avaient leur famille à Ségou ou à Sikasso, tout va bien là-bas. On leur dit, bon, vous avez fini la formation, vous avez une permission de 14 jours. Vous pouvez partir chez vous. Mais je ne sais pas comment on peut faire ça. Des gens dont vous avez toute la preuve de la menace qui plane sur eux, on ne les libère pas comme ça et on leur dit de prendre le premier bus de manière individuelle ou collective pour aller à Gao. Au moment, et dans la même semaine qui a précédé cela, il y a eu l'attaque contre le bus de Sonef, où il y a eu plus de 20 morts. Il y a eu l'attaque avant contre un convoi qui avait du matériel lourd de l'armée. Et on laisse les gens partir. Donc moi, je dis carrément... Mais si ce sont des soldats, que fallait-il faire? Fallait-il les renforcer ou bien les cantonner? Nous, la disposition dont on a parlé pendant qu'on était sur place, c'est d'annuler d'abord cette permission, parce qu'ils n'avaient aucune urgence à aller en permission. De les renvoyer à Bamako, de créer les conditions de leur hébergement ici, pour qu'avant les 14 jours de la fin de leur permission, nous ayons terminé de mettre en place leur mécanisme de redéploiement. Parce que ce n'est pas des gens qui vont être affectés n'importe comment. Il est prévu que les éléments du MOC, après leur formation, seront redéployés dans les régions pour sécuriser les DDR et les autorités intérimaires. Bien sûr, on peut les ajouter d'autres missions dans le cadre de la défense et de la sécurité des services de l'État et des symboles de l'État et autres. Ça n'a pas été fait. Donc, malheureusement, nous avons aujourd'hui 26 éléments qui font partie de la structure sur laquelle on veut créer l'armée reconstituée, qui sont pris en otage par les extrémistes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un coup dur à l'endroit du MOC, du mécanisme de programme conjoint, et un plomb dans l'aile dans la dynamique enclenchée pour mettre en place l'armée reconstituée. J'en appelle à cette occasion le gouvernement pour tout mettre en œuvre pour que ces éléments-là, qu'on connaisse leur situation. Est-ce le gouvernement ou est-ce tous les acteurs qui doivent s'allier pour tout mettre en œuvre? C'est tous les acteurs. C'est tous les acteurs, mais bon, nous, on s'adresse au gouvernement. Maintenant, le gouvernement s'adresse à ses partenaires. Je pense que c'est comme ça que ça se fait. Et dans ce contexte, il y a le processus de DDR qui devrait être achevé avant le 31 décembre prochain. Est-ce que dans ce contexte, c'est possible que ce processus DDR puisse être achevé avant le 31 décembre? En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a eu ces otages-là. On a laissé les éléments s'éparpiller. Moi, je sais qu'il y a 100 personnes qui avaient passé avant-hier la nuit à Douanza pour continuer, certains à Tombouctou. Il y a eu 50 autres qui sont arrivés à Gao l'autre jour. Ils ne vont pas seulement à Tombouctou, à Gao. Chacun va prendre une moto ou un autre moyen pour aller dans sa famille, peut-être derrière à Djelhok, ou à la frontière du Burkina, ou dans le camp des réfugiés d'Embara en Mauritanie. On est en train d'éparpiller nos efforts. Il faut faire très attention. Et pour que ces gens-là soient réunis, il ne fallait pas voir l'acharnement de dévotion des uns et des autres pour pouvoir les réunir, pour créer la logistique qu'il faut pour les ramener dans les centres de formation, etc. On les a ramenés à 200 km de Bamako. Lorsqu'ils ont fini, au lieu de les ramener à Bamako et préparer leur redéploiement, on les éparpille. Donc dans ces conditions-là, tous les calendriers de la feuille de route ou tous les calendriers du DDR risquent bien sûr d'être revus. Processus DDR, achèvement d'ici 31 décembre. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Merci beaucoup. Je voudrais quand même souligner que l'achèvement du processus DDR 31 décembre, c'est une exigence du pacte pour la paix signé entre le gouvernement malien et les Nations Unies auquel les mouvements signataires ont adhéré. Ce pacte dit très clairement qu'il faut finir tout ce processus avant le 31 décembre 2019. Mais des estimations du président de la commission CNDDR, ça serait difficile de finir tout ce processus avant juin 2020. Ça, ce sont les estimations du ministre Zahabi. Donc, moi, je reste toujours convaincu
que si la volonté de tout le monde est là, on pourra finir beaucoup de temps avant juin. Parce que le mécanisme de DER, c'est vraiment la volonté. 3 mois suffisent. Est-ce que cette volonté... 3 mois, c'est largement suffisent pour que les gens soient désarmés et mis dans des processus, que ce soit ceux qui vont être FAMA ou ceux qui vont être intéressés par la réinsertion. Est-ce que cette volonté et cet engagement est senti au niveau de tous les acteurs, gouvernement, plateforme, CMA? Moi, je pense que depuis un certain temps, tout le monde met de son poids pour que les choses avancent. Je pense que j'ai des indices qui me permettent de dire que tout le monde a conclu que c'est irréversible. Il faut que les gens y partent. Tout le monde voit la nécessité. Il faut le dire que ce n'est pas... c'est tout le monde qui est victime de la situation actuelle, du temps laissé, que ce soit la CEMA ou la plateforme ou tous les restes des Maliens, on est victime de l'insécurité qui sévit sur tous les territoires, particulièrement chez nous. Avec ces terroristes qui sont aux portes du Mali et d'autres pays, est-ce qu'il faut renégocier l'accord pour la paix et la réconciliation? Moi, je pense que pour renégocier l'accord, il faut d'abord amener où ça pose problème. Il faut nous indiquer quel est l'article qui pose problème, quel est l'article qui peut être négocié, quel est l'article qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Pourquoi le document peine à se mettre en œuvre comme souhaité? Moussa a touché un aspect très important de ce pourquoi, en parlant de l'instabilité gouvernementale et la multiplication des acteurs qui interviennent dans la sphère de l'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une instabilité dans certains des groupes armés aussi? Je pense que chacun a sa part, mais la mise en œuvre est du ressort du gouvernement du Mali. Je pense que le président de la République aurait pu mettre en œuvre une cellule, une structure à l'image de celle des années 90, commissariat au Nord ou la haute autorité pour la paix au Niger, qui relève directement du président de la République pour mettre en œuvre l'accord, la mettant ainsi à l'abri de l'instabilité gouvernementale. Ceci n'a pas été fait. La situation politique du pays a beaucoup eu un rôle négatif dans la mise en œuvre de l'accord, étant donné qu'une grande partie des Maliens rejettent l'accord, sans pouvoir vous dire que ça, ce n'est pas possible au Mali. Tel article n'est pas, on ne peut pas les mettre à jour, c'est contre l'unité du Mali, c'est contre son intégrité. Quel est votre point de vue par rapport à cette renégociation de l'accord pour la paix qui est souhaitée par certains? La position de la CMA, je pense que mon frère Fahad est entièrement, on est d'accord sur ce point précis, c'est que nous n'envisageons pas une autre lecture de l'accord. Et cet accord-là, c'est le fruit d'un consensus, c'est le fruit d'énormes efforts des partis, du gouvernement, mais aussi des acteurs internationaux pour qu'on arrive à cet accord. Il faut le mettre en œuvre. On n'a pas d'autre chose. Ceux qui disent de le déchirer ou de le rejeter ne proposent rien d'autre à la place. D'accord. Donc, et le prochain CSA est prévu à Kidal? Oui. Est-ce qu'il y a une date qui a été annoncée? Je pense que c'est les alentours du 17. Parce qu'il a été reporté pour plusieurs raisons. Et normalement, aux alentours du 17 à Kidal, ça sera un CSA délocalisé, justement pour voir de plus près les réalités, parce que le CSA, ce n'est pas seulement les partis maliennes, c'est aussi tous les ambassadeurs des pays impliqués dans la mise en œuvre de l'accord. Et c'est important qu'ils aillent voir sur le terrain les réalités. Ce qui s'y passe. Et quel sera le principal enjeu de cette... Moi, je pense qu'à Kidal, officiellement, on ne nous a pas dit que ça se tient à Kidal jusqu'à, en tout cas, à cet instant. Donc vous n'avez pas encore cette information? J'ai l'information, mais on n'a pas reçu le message qui dit que c'est à Kidal que ça va se tenir. Moi, je pense que Kidal, c'est l'État malien qu'il faut amener à Kidal, pas les CSA. Les CSA, s'il n'est pas passé sous la couverture, sous le contrôle des forces de sécurité du Mali, ça n'a aucun sens d'aller passer les CSA dans une salle sécurisée par l'aménagement ou Barkhane. D'accord. Merci. Et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue sur le bilan de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Merci à Moussa Ag Ataher de la CEMA et Fahad Ag Al-Mahmoud de la plateforme. Je rappelle que le représentant du gouvernement que nous avons sollicité pour participer à cette émission n'a pas
pas souhaité être présent. À la régie vidéo et audio, Beting Diara et Gagny Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Mauni. Shenni Beri Sigi Kafoba.